Donc ça veut dire que quoi, les gens qui ne vont pas regarder les vidéos de Victor Ferry, analyser la rhétorique, apprendre à se vendre, etc., eux ne mériteraient pas la dignité. Tu n'es pas tant un bourgeois qu'un wannabe bourgeois. Wannabe bourgeois. Qu'un wannabe bourgeois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cet arc que l'histoire retiendra peut-être sous le nom de puissance maximale. En tout cas, c'est un arc qui, jusqu'à présent, s'est avéré productif, surtout en comparaison de l'activité de mes trolls. Parce que mes trolls, cette semaine, ils m'ont fait de la peine. Il y en a un qui avait fait un beau dessin pour essayer de m'humilier, mais comme personne ne l'avait liké, il est allé voir Sa Majesté des Trolls pour lui demander « S'il te plaît, partage mon dessin ». Vous vous rendez compte de la tristesse de la situation? Ces gens pourraient utiliser leur temps pour partager des connaissances, pour essayer de se faire un nom dans un domaine du savoir. Mais non, leur rêve, c'est que leur gourou partage leur dessin, persuadé que j'en ai quelque chose à faire. Et quand bien même ça me toucherait, qu'aurait-il gagné à part un petit plaisir vilain? Et Sa Majesté des Trolls, de son côté, n'est pas serein. Ça se voit car son ton devient mesquin. Vu le peu de vues qu'il fait, s'il se fait 5 €, c'est déjà le bout du monde pour lui. Mais au fait, est-ce vrai que je n'ai pas gagné plus de 5 €? Eh bien, il se trouve que cette histoire m'a rapporté un peu plus de 5 €. Voici le rendement de l'épisode 2 du drama productif. À ça, il faut ajouter le fait que les vidéos précédentes continuent à tourner et à rapporter des deniers. Cela veut dire que nous avons un total de 127,79 € à ajouter à notre fonds d'investissement du drama, ce qui porte son total à 281,20 €. Sur ces 127,79 € que nous avons récoltés depuis la dernière fois, nous allons appliquer la taxe Monde Plus Beau de 30%, si bien que nous allons pouvoir utiliser 29,49 € pour pouvoir porter des projets qui vont dans le bon sens et nous investirons le reste. Cette taxe Monde Plus Beau, je pourrais décider de la verser à mon interlocuteur parce qu'il contribue à démontrer par sa bienveillance que c'est possible d'avoir des discussions constructives alors même qu'on a des points de vue radicalement opposés. Le problème, c'est qu'il a eu des mots forts. C'est une erreur rhétorique grossière, c'est même un mensonge. Là, c'est pas juste une faute rhétorique, c'est vraiment un mensonge. Il n'y a pas de consensus sur cette idée-là. Alors, allons-nous enterrer l'âge de guerre? Allons-nous fissurer le rideau de fer? Peut-être, mais peut-être pas aussi. Avant d'en venir à d'éventuelles amabilités, allons d'abord au fond de ce qui nous oppose. Bien, mon interlocuteur n'a eu aucune pitié pour le pauvre père de famille et le pauvre entrepreneur que je suis, parce qu'il m'a répondu dans une vidéo de 8 heures. Donc c'est impossible de lui faire une réponse au fur et à mesure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé son commentaire en x2 en prenant des notes au fur et à mesure. Dans son live, il y avait également une partie radio libre. Il y a sans doute des choses intéressantes qui ont été dites là-dedans, donc je garde ça éventuellement pour une prochaine fois. Pour l'heure, j'ai dégagé 2 grands thèmes sur lesquels mon interlocuteur pense avoir mis à mal ma pensée. Voyons donc si je parviens à résister à ces assauts dialectiques. Le premier sujet sur lequel mon interlocuteur s'est opposé à moi est celui de la méritocratie. Est-ce qu'on peut fonder une hiérarchie sociale sur la base du mérite? Que faire des laissés pour compte? Son propos commence ici, et on va le discuter au fur et à mesure. Alors, bourgeois, moi je veux bien. Si être un bourgeois, c'est aspirer à s'élever socialement et culturellement, j'ai aucun problème à dire que je veux être un bourgeois, et j'ai aucun problème non plus à dire que c'est ce que je souhaite à l'ensemble des gens qui me suivent. C'est pour ça que je me bats. C'est pour que les gens qui sont dans mon public aillent plus haut que je n'aurais réussi à aller. Alors, s'élever plus haut, comment il dit, sortir de sa position, je ne sais pas comment il le dit, mais voilà, cette notion de s'élever, de monter plus haut, il associe ça immédiatement à la réussite économique, à la réussite bourgeoise. Donc déjà, ça, c'est une phrase de bourgeois. Enfin, moi, je ne vais pas attaquer là-dessus, parce qu'effectivement, attaquer sur des catégories, bon, au fond, on s'en fout. Encore une fois, on va regarder le fond. Tu n'es pas tant un bourgeois qu'un wannabe bourgeois. Tu as envie de devenir bourgeois. Et ce discours-là, est un discours typiquement voilà, méritocratique, bourgeois. Alors non, désolé, ce n'est pas ce que je dis. Encore une fois, je me fiche des étiquettes qu'on cherche à me coller. Ce que je fais, c'est que je travaille pour augmenter mes connaissances et mes compétences, pour essayer d'augmenter la valeur que je peux apporter aux autres, et j'essaie d'aider ceux qui me suivent à en faire de même. Et sur le chemin, je me fiche des gens qui me regardent sur le bord de la route en criant « Ah, le bourgeois !» si ça vous fait plaisir. Le problème, c'est que est-ce qu'on est à armes égales dans
cette méritocratie? Est-ce qu'on part tous du même point? Est-ce qu'on a tous les mêmes moyens et les mêmes possibilités de s'élever socialement? C'est tout l'enjeu, c'est toute la question. À partir de là, pour faire du bon travail et pour bien préciser la nature de notre désaccord, il va falloir qu'on distingue 3 choses. Le constat, le diagnostic et les solutions. Pour ce qui est du constat, je pense pas qu'il y ait débat. Tu vas pas m'entendre dire qu'il n'y a pas de pauvres, tu ne vas pas m'entendre dire que tout le monde part à égalité, que tout le monde part avec les mêmes chances, et tu vas pas non plus m'entendre dire que la misère est tolérable. C'est sur le diagnostic, il me semble qu'on va commencer à diverger. Parce que, et tu me diras si je me trompe, il me semble que de ton point de vue, c'est la nature du capitalisme qui cause la misère, ou en tout cas le capitalisme ne peut rien faire pour réduire cette misère, et même le capitalisme aurait tendance à aggraver la misère et les injustices. Est-ce qu'on part tous du même point? Est-ce qu'on a tous les mêmes moyens et les mêmes possibilités de s'élever socialement? C'est tout l'enjeu, c'est toute la question. Nous, on pense clairement que non, et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui le montrent, et que effectivement les prolétaires se font exploiter, ils ne sont pas dans une ascension. Donc qu'est-ce qu'on en fait des non-méritants dans un système méritocratique? Ils méritent de crever, les gens qui ne sont pas suffisamment méritants pour s'élever en dehors de leur situation? Parce que c'est ça qui se passe concrètement. Si vous n'arrivez pas à vous élever socialement, vous allez être broyé par la machine. Et c'est le cas de millions de personnes. Et c'est le sort de ces gens-là qui nous intéresse. Alors que de mon côté, je te dirais que les inégalités sociales qu'on observe ne sont pas un produit du système, mais sont un produit de l'inégale répartition des talents dans la nature. Et ça, c'est un phénomène, tu l'observes dans tous les domaines. Dans le domaine de la publication, tu vas avoir un tout petit nombre d'auteurs qui va faire l'ensemble des ventes. Dans le domaine des échecs, tu as un tout petit nombre de joueurs qui va remporter les tournois. C'est pareil dans le domaine de l'art, de la musique, du sport. Toutes les activités créatrices et productives répondent au principe de Pareto, c'est-à-dire que vous allez avoir 20% des causes qui vont produire 80% des effets. En d'autres termes, quel que soit le domaine, vous allez avoir des gens qui vont beaucoup moins se fouler que les autres et qui vont obtenir des résultats beaucoup plus importants que les autres. Partant de ce diagnostic, que fait-on? Historiquement, on a tenté l'expérience d'une réduction radicale des inégalités, mise en commun des moyens de production, abolition des classes sociales, répartition des biens produits selon les besoins de chacun. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un monde où les gens ont froid, où ils portent des chapeaux gris et où ils ont des chaussures à fermeture éclair. Plus sérieusement, ça donne des pénuries, ça donne des files interminables devant des magasins mal approvisionnés et ça donne surtout une hiérarchie sociale bien plus rigide et bien plus inégalitaire que tout ce qu'on a pu observer dans une économie de marché. C'est pas ceux qui ont réussi à percer grâce à YouTube, en faisant des vidéos sur YouTube, ils ont réussi à devenir riches, bon, tant mieux pour eux, mais vous voyez, on peut pas bâtir un modèle économique là-dessus, on peut pas bâtir un modèle social et politique sur le fait que de temps en temps, il y a quelqu'un qui va percer grâce à YouTube ou grâce à Twitch, vous voyez, c'est pas comme ça en tout cas qu'on envisage les choses, mais Victor Ferry, lui, oui, il se dit, finalement, tu es pauvre, arrête, tout simplement, voilà, hein, tu en as marre d'être pauvre, arrête bébé. Tout simplement, voilà. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il ne suffit pas de ne plus vouloir être pauvre pour ne plus l'être. Il ne suffit pas de ne plus vouloir être pris dans cet engrenage économique pour ne plus l'être, en fait. C'est une réalité et c'est bien de cela qu'on parle. Donc tu peux te moquer de mon insistance dans mon travail sur le développement des connaissances et des compétences, mais c'est là-dessus que j'ai une marge de manœuvre pour corriger les inégalités de départ, parce que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la prise de parole en public, et parmi les gens qui m'écoutent, il y en a qui vont se saisir de mes outils et de mes exercices pour pouvoir mieux révéler leurs valeurs, pour pouvoir porter plus efficacement leurs projets. Et si de plus en plus de gens se spécialisent dans un domaine du savoir, et grâce à ces outils faciles et gratuits que nous avons à disposition, partagent ce savoir, eh bien, ils permettent à ceux qui les écoutent de progresser un petit peu, de faire un petit peu mieux à chaque fois, et qui sait, peut-être un jour, de trouver ce domaine dans lequel ils ont un avantage injuste, dans lequel ils vont récolter 80% des résultats en mettant 20% des efforts. Et je pense que cette voie, favoriser la libre circulation des connaissances et des compétences, se battre pour augmenter la quantité et la qualité des contenus pédagogiques, c'est une voie réaliste et enthousiasmante pour s'attaquer au problème des inégalités. Et en tout cas, je trouve que c'est un projet bien plus réaliste et bien plus enthousiasmant que celui de la gauche radicale. Se trouver un ennemi commun, le charger de tous nos maux pour développer une conscience de classe, faire la révolution, instaurer une dictature transitoire, créer un nouveau système. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que nous vivons dans un système fondamentalement mauvais. Et ça, c'est le deuxième sujet.
Alors, si mon interlocuteur a précisé qu'il ne se considérait pas comme marxiste dans sa dernière vidéo, en tout cas, il a fortement tiqué quand j'ai entrepris de débunker la théorie de la plus-value chez Marx, à savoir le concept grâce auquel il cherche à montrer que le capitalisme est par essence un système d'exploitation des travailleurs. La plus-value chez Marx, c'est simplement un concept qu'il a créé de façon ad hoc pour justifier l'idée que les travailleurs sont exploités. Et donc il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour débunker ce concept, mais comme mon interlocuteur l'utilise ici pour... Alors, il y a des gens qui sont plus compétents que lui pour débunker le concept. Peut-être qu'il aurait été de bonne loi de les faire venir, de les faire s'exprimer. Dire qu'il y a un consensus alors qu'il n'y en a pas, c'est une erreur rhétorique grossière, c'est même un mensonge. Là, c'est pas juste une faute rhétorique, c'est vraiment un mensonge. Il n'y a pas de consensus sur cette idée-là. Il y a des libéraux qui vont dire que la théorie de la valeur réfléchie par Marx n'a aucun sens parce qu'effectivement, c'est le patron qui crée la richesse. Bon. On va en parler parce que de toute façon il va revenir dessus, mais voilà, il n'y a pas du tout de consensus. Au contraire, les patrons capitalistes savent parfaitement d'où vient leur fortune et d'où vient leur richesse. Il va falloir une source. Une source est demandée à l'accueil. Une source. Eh bien, allons-y pour les sources, puis je réfuterai au fur et à mesure les critiques de mon interlocuteur sur mon propre débunkage. Pour un débunkage de la théorie de la plus-value de Marx, vous pouvez commencer par Eugène Bohm, économiste autrichien de la seconde moitié du 19e siècle. Il nous dit notamment que le patron n'exploite pas le travailleur dans le sens où il lui donne un revenu avant même que le produit ne soit vendu, et donc que la valeur ne soit créée. C'est donc impossible de déterminer a priori la valeur du travail, d'autant plus que le prix des produits peut varier en fonction de l'offre et de la demande. Ensuite, pour une synthèse accessible des erreurs et des contradictions dans l'œuvre de Marx, je vous renvoie vers cet ouvrage collectif et notamment aux 2 premiers articles pour ce qui concerne plus spécifiquement les erreurs fatales dans la théorie de la plus-value. Mais si vous êtes vraiment des acharnés, allez plutôt vers Making Sense of Marx par le spécialiste du marxisme Jon Elster. C'est une exposition systématique des erreurs et des approximations de Marx, et vous pourrez le lire à partir de la page 127 pour une synthèse des débunkages de la théorie de la plus-value. Mais comme j'ai un petit doute sur le fait que vous ayez tous le temps de consulter toutes ces sources, je vous renvoie également à l'article En finir avec la théorie de la plus-value, excellente synthèse des problèmes de cette théorie, publiée sur le site d'Attaque. Et je vais vous en lire le cœur parce que cela montre à merveille comment Marx s'est progressivement enfermé dans un système de plus en plus obscur, de plus en plus déconnecté du réel, en essayant de corriger au fur et à mesure les erreurs originelles de sa théorie. À quel besoin de démonstration répond-elle dans la théorie de Marx? Au besoin de montrer que le partage de la valeur entre le capitaliste et l'ouvrier n'est pas équitable et que celui-ci, le capitaliste, exploite celui-là, le prolétaire. Or, ce n'est pas facile à montrer dans le cadre de l'économie classique qui prévaut au moment où il écrit, comme elle prévaut de nouveau aujourd'hui. Les 2 partenaires font un contrat de travail. L'ouvrier est libre, il ne doit pas son travail comme un serf ou un esclave au patron. Aussi, les économistes contemporains de Marx refusent-ils la thèse de l'exploitation. Pour eux, l'ouvrier est payé pour ses heures de travail, et si le capitaliste fait des bénéfices, ceux-ci viennent d'ailleurs, de son capital ou de ses vertus morales. Marx doit d'abord démontrer que le capital ne peut produire de bénéfices, et pour cela démontrer que l'argent ne peut pas produire d'argent. Il est amené ainsi à élaborer la théorie selon laquelle toute valeur provient du travail. Puis, il est conduit à essayer de trouver par quel mécanisme un ouvrier effectivement payé pour ses heures de travail peut néanmoins produire de l'argent pour son patron. La façon dont il résout cette énigme est de produire une autre théorie, celle de la force de travail. Selon cette théorie, le patron n'achète pas comme on le croit le travail de l'ouvrier, mais la force de travail de celui-ci. La théorie de la force de travail est liée à celle de la valeur de la force de travail. En effet, la différence entre le travail et la force de travail, c'est que la seconde a une valeur moindre que le travail. Mais comment et pourquoi? Marx ne veut surtout pas dire ou laisser dire que le travail effectué par l'ouvrier aurait d'une façon intrinsèque une valeur supérieure à celle de sa force de travail, que le travail effectué aurait une valeur supérieure au travail potentiel. Non, c'est parce qu'il travaille au-delà du moment où il a remboursé la valeur de sa force de travail, le montant de son salaire, que l'ouvrier produit une valeur en plus, la plus-value. Pour faire ce distinguo, Marx doit élaborer d'autres concepts, comme celui de travail abstrait. C'est le même travail abstrait qui détermine la valeur de la force de travail et la valeur du travail. Il s'agit donc d'une théorisation poussée de l'élaboration d'un modèle extrêmement détaillé, peut-être trop détaillé. En effet, chaque théorie doit être soutenue par une architecture qui se construit en amont de l'échange inégal entre patron et ouvrier et qui en constitue les soubassements, mais qui est de plus en plus abstraite et invérifiable empiriquement. Plus la démonstration est poussée,
prouvée par des théorisations logiquement antérieures, plus l'édifice est fragile, car plus il comporte de pièces qui peuvent être défectueuses. Et vous verrez si vous lisez l'article en entier que je fais une fleur à mon interlocuteur en choisissant cette source, parce que ce que dit l'auteur au fond, donc l'auteur est chercheuse au CNRS de son état, et ce qu'elle nous dit c'est, bon les gars, il serait peut-être temps d'admettre que tonton Marx s'est bien planté, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de poursuivre notre combat pour la justice sociale. Donc évidemment qu'on va toujours trouver des gens pour essayer de défendre le concept de la plus-value marxiste, il y aura toujours du bruit, mais le signal c'est qu'il y a un consensus universitaire pour dire que ce concept ne tient pas. Mais ça n'empêche pas que mon interlocuteur a tout à fait le droit d'essayer de le défendre. On va donc le suivre quand il attaque mon propre débunkage, et je le réfuterai au fur et à mesure. Quelle est donc cette théorie de la plus-value chez Marx? Dans l'esprit de Marx, le travailleur, au cours d'une journée, va donner son temps contre l'argent nécessaire à sa survie. Alors, dans l'esprit de Marx, un travailleur va, au cours de sa journée de travail, donner de son temps et de sa force de travail contre de l'argent. Dans l'esprit de Marx, attention, hein, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, hein. Donc voilà, vous serez heureux d'apprendre que non, c'est pas vrai. Quand vous allez travailler pour un patron, que vous vous levez à 7h du matin pour aller dans le métro, aller travailler pour un patron, voilà, ce n'est pas ce n'est pas de l'exploitation en fait, hein. Vous n'êtes pas exploité, vous êtes dans un rapport, j'imagine, parfaitement égalitaire avec votre patron. Alors, Lisandre, je l'aime bien, mais là il est agaçant parce qu'il me coupe en plein milieu d'une idée. Évidemment que ce qui est dans l'esprit de Marx, ce n'est pas que les gens échangent leur travail contre de l'argent. Ce qui est dans l'esprit de Marx, c'est que, en gros, la journée d'un travailleur se déroulerait en 2 temps. D'abord, il travaille pour gagner son salaire, et ensuite, il travaille gratuitement pour que son patron puisse dégager un surplus. Mais en fait, il va travailler plus que le temps nécessaire à gagner ce salaire, et ce surplus de travail est injustement capté par le patron pour jouer au golf, remplir le réservoir de sa Ferrari et investir le reste. Donc, alors attention Victor, là, petit biais rhétorique, quand tu dis oui, le patron va remplir sa Ferrari, jouer au golf, comme si finalement c'était ça qui nous posait problème, le fait que le patron joue au golf. Il a raison de faire ça, il a raison de pointer ma paresse rhétorique, et je vais tout faire pour m'améliorer jour après jour. Non, en fait ce qui nous pose problème, c'est que le patron effectivement va capter ce que Marx appelait le surplus de travail, c'est-à-dire que, voilà, on va prendre un exemple très simple. Vous travaillez dans une entreprise toute la journée, vous produisez pour 1000 € de valeur et vous êtes payé 500. Donc il y a 500 € qui restent. Ces 500, on va dire que la moitié part pour payer les différents coûts, frais, le réinvestissement, tout ça. Voilà, donc on va dire que vous avez 750 qui part dans les frais fixes, donc que ce soit le salaire des personnes qui ont travaillé ou les frais de matériel, d'achat de matériel, etc. Il va rester une somme, il va rester une belle somme, un beau 250 € à la fin de la journée de travail. Mais que va devenir cet argent du coup? C'est parce qu'on pourrait se dire, bah, finalement on peut augmenter le salarié de 100 €, pourquoi pas? Bah non, en fait cet argent-là, il va aller dans la poche des propriétaires du capital. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre travail que le patron vienne vous dire « Oh là, attends, là, tu as produit plus que ce que je vais te payer. Donc maintenant, tu poses tout et tu rentres chez toi. Hein. Allez, tu rentres direct à la maison. » Mais ça, si ça n'arrive pas, c'est parce que c'est pratiquement impossible de déterminer qui a contribué à quelle hauteur au chiffre d'affaires de l'entreprise. Quand un produit s'est vendu, quelle part doit revenir à ceux qui ont créé les conditions pour que l'entreprise existe, à ceux qui ont conçu le produit, à ceux qui l'ont monté, à ceux qui l'ont vendu? Il me semble que le marché est un meilleur outil pour déterminer qui doit gagner quoi dans cette histoire que les spéculations marxistes sur la plus-value. Et encore une fois, moi ça me choque pas qu'il y ait des différences de salaire. Ce qui me choque, c'est quand les hiérarchies sociales se sclérosent. On sait très bien, quand on travaille dans une boîte qui marche, qui fonctionne économiquement, qu'on travaille beaucoup plus que ce qu'on produit. Mais sinon, en fait, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens pour un patron d'embaucher des gens si c'était pour les payer exactement autant que ce qu'ils produisent. Il faut réfléchir 2 minutes là, c'est même pas besoin d'aller chercher des livres marxistes ou quoi que ce soit. C'est logique. À quoi ça sert à un patron de donner exactement la somme à un salarié de ce qu'il a produit? Dans ce cas-là, autant que le travailleur soit indépendant, travaille pour lui-même en fait. Pourquoi aller dans ce cas-là chercher à embaucher des gens? Pourquoi? Enfin, ça n'a aucun sens quoi. Donc là-dessus, il y a vraiment une confusion majeure sur même l'essence même en fait du capitalisme et le but même du capitalisme qui est effectivement de valoriser un capital en faisant travailler des gens dans le but d'en tirer un profit. C'est le but en fait. Et tous les capitalistes sont conscients de ça en fait. Hein. Les capitalistes conséquents le savent très bien.
le savent très très bien. Mais encore une fois, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que l'argent que dégage le patron se fait sur le dos des travailleurs? Je te retourne l'argument, s'il n'y avait pas eu de patron, il n'y aurait pas de travailleurs et il n'y aurait pas de salaire. Et une fois que l'entreprise est créée, le patron n'est pas en train de se tourner les pouces, c'est souvent celui qui bosse le plus dans la boîte. Par son travail, le patron crée évidemment de la valeur après la fondation de la boîte. Donc quand tu dis des choses comme ça... Est-ce que le fait d'avoir eu une bonne idée dans les années 90, ça justifie une position aussi dominante dans la société? Moi je pense pas, honnêtement. Alors là c'est une question de fond pour le coup, mais je ne pense pas qu'une bonne idée une fois, accompagnée d'un petit peu de travail, évidemment, je ne nie pas que Jeff Bezos a sans doute travaillé dans son garage à livrer les premiers colis Amazon, sans doute. Tu es à côté de la vérité. Le patron, entre beaucoup d'autres choses, donne une vision, il dirige la boîte. Et je voudrais revenir sur cette idée, parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises dans ton discours. Quel est l'intérêt pour le patron de se lancer, si ce n'est pour l'argent? C'est évident qu'il y a une captation de la richesse créée par les travailleurs par le patron. Sinon, il n'y aura aucun intérêt à être patron, en fait. Dans un système capitaliste, quel est l'intérêt? Mais bon. La première chose, c'est que si la motivation principale des actions humaines c'était l'intérêt, ça se saurait. Et je te renvoie là-dessus à tous les travaux sur les limites du paradigme de l'agent économique rationnel. Mais pour aborder les choses sur un plan plus qualitatif, je pense que tu aurais tout intérêt à échanger avec des entrepreneurs pour comprendre pourquoi ils se lancent. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent par nécessité. Si je te donne mon cas, moi je me suis lancé parce que je voulais échapper à l'arbitraire. Ma passion c'était la rhétorique, je voulais faire ce travail à l'université, donc j'ai rendu ma thèse dans les temps, j'ai publié des articles qui ont été cités, j'ai publié ma thèse chez un bon éditeur, j'ai fait le post-doc qui va bien à Oxford, et quand j'ai voulu avoir un poste de professeur, on m'a dit c'est très bien monsieur, vous avez un bon dossier, mais retentez l'année prochaine. Mais moi, comme j'allais être papa, je pouvais pas faire dépendre mon avenir de l'arbitraire d'une commission. Et c'est pour ça que j'ai créé mon truc, c'est parce que je voulais pouvoir continuer à faire ce que j'aime sans dépendre du bon vouloir des autres. Mais tu peux aussi te lancer comme entrepreneur parce que tu aimes bien construire des choses, parce que tu aimes bien inventer des choses, parce que tu as repéré que dans un secteur, il y avait un problème frustrant et que tu penses que tu peux apporter quelque chose, parce que tu n'as pas envie d'être spectateur du monde. Franchement, si les entrepreneurs étaient motivés uniquement par l'argent, ils pourraient pas assumer toutes les difficultés et toutes les incertitudes que ça suppose. Mais voilà, il reste la question de savoir si ce ne seraient pas les actionnaires les vrais parasites du système. Eh bien, il se trouve que les actionnaires ne sont pas passifs. Plus on détient un pourcentage important dans une boîte, et plus le travail de supervision prend du temps. Ce sont les actionnaires qui doivent veiller à ce que le patron gère bien les finances et que ses plans stratégiques tiennent la route. Pourquoi? Parce que les actionnaires ont intérêt à ce que leur bille soit dans une boîte rentable et durable. Donc tu peux disséquer... Alors là, il y a vraiment énormément de choses à dire. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses déjà, j'arrête toutes les 10 secondes, mais là, vraiment... Là, il y a une erreur fondamentale dans ton raisonnement, Victor, c'est quand tu dis non, les actionnaires ne sont pas passifs. Alors, certains actionnaires peuvent participer au conseil d'administration, prendre des décisions sur l'entreprise, mais rien ne les y oblige, hein. Vraiment, rien ne les y oblige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ton action, tu vas toucher ton dividende. Quoi qu'il arrive, que tu te sois levé pour aller au conseil d'administration, ou que tu sois resté chez toi à jouer à la PlayStation, tu vas toucher ton argent. Et c'est ce qu'on appelle du capitalisme passif, un rendement passif. Il y a même un terme, j'ai vu sur Wikipédia, bourgeoisie passive, je ne savais pas que ça existait, mais voilà, on parle des rentes. Donc, quand tu détiens une action, tu touches une rente. Une rente, c'est précisément de l'argent qui va être reversé sans que tu fournisses le moindre travail. Et c'est de ça qu'on parle, tu vois, c'est pas un mot que je suis allé chercher voilà, chez Marx pour rendre les gens fous et leur faire croire que je suis plus intelligent qu'eux. Quand on parle de propriété privée des moyens de production, c'est exactement de ça qu'on parle. C'est la propriété lucrative, rentière, des moyens de production, des entreprises, des logements. C'est de ça qu'il est question. Donc oui, un actionnaire ne mérite pas, d'après moi, hein, les dividendes qui lui sont versés par son travail. Il les mérite, entre guillemets, parce qu'il est détenteur de l'action, parce qu'il est propriétaire de l'action. Alors pour moi, il y a deux choses importantes ici. La première, c'est qu'il faut se rappeler que s'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'argent pour permettre à la boîte de grandir, et plus important encore selon moi, pour faire de la recherche et développement. D'ailleurs, à ce propos, à plusieurs reprises, tu as dit que Bezos ou peut-être Elon Musk touchaient des dividendes, mais non, c'est faux. Dans des boîtes comme Amazon, comme Tesla et comme dans la plupart des boîtes technologiques, l'entièreté des bénéfices est réinvestie pour la croissance et pour l'innovation. Et je fais partie de ceux qui
qui pense qu'au regard des défis vers lesquels va notre humanité, il va être particulièrement important d'innover. Toujours sur ce premier point, tu me dis que la rémunération vient du fait qu'on possède une action. Mais ce qui est rémunéré, c'est pas la possession de l'action, c'est le risque qu'on prend en possédant l'action, parce que c'est bien plus risqué de mettre son argent au service d'une boîte que de le faire dormir sur un pauvre livret A. Donc ce qui est rémunéré, c'est que les actionnaires mettent leur argent au service d'une entreprise. Et encore une fois, les actionnaires ont un rôle de supervision. C'est ça une assemblée générale. C'est les actionnaires qui viennent pour voter les options de la boîte. Donc tu peux me dire, oui, mais il y a beaucoup d'actionnaires qui font pas ce travail. Mais tu sais, c'est comme le vote. Il y a des gens qui voient la démocratie comme le fait seulement de voter une fois de temps en temps. Il y en a qui sont plus ou moins militants, mais institutionnellement, c'est fait pour ça. Institutionnellement, c'est fait pour que les actionnaires participent à la direction des entreprises. Et plus les actionnaires ont de parts, plus ils font ce travail activement. La deuxième chose importante, c'est que précisément, le monde se divise pas entre pas de chance, t'es né prolétaire et bravo, tu es né propriétaire. Tu vas avoir des salariés qui possèdent des actions à tous les échelons d'une entreprise. Si bien que la frontière entre travailleurs et propriétaires des moyens de production est bien plus poreuse que tu ne le dis. Après, encore une fois, la question de fond, c'est comment est-ce qu'on fait pour encourager la progression dans la hiérarchie sociale? Et si notre système ne le fait pas ou ne le fait pas assez, est-ce qu'on peut l'améliorer ou est-ce qu'il faut le renverser? Et c'est là qu'il me semble important de prendre un peu de hauteur. À l'appui de sa critique du système, mon interlocuteur va présenter des exemples d'entrepreneurs qui gagnent tellement que c'en est ridicule, et des exemples de travailleurs dont les conditions de travail sont si précaires que c'en est révoltant. Employés d'Amazon à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2021, qui ont des cadences tellement infernales, qui sont obligés de pisser dans une bouteille pour pouvoir retourner au travail le plus vite possible, qui sont obligés de faire une file d'attente de plusieurs dizaines de minutes, voire de plusieurs heures, pour se faire fouiller à la sortie de l'entrepôt pour vérifier qu'ils n'ont rien volé. Hein, et tout ça, c'est pas du temps de travail, c'est pas comptabilisé comme du temps de travail, quel plaisir. Mais au-delà de ces exemples, que peut-on dire plus globalement de l'état du monde, de l'état du système? Et là-dessus, le meilleur ouvrage récent que je puisse vous conseiller est Factfulness. Hans Rosling est un statisticien et un médecin suédois, et il a écrit ce livre pour nous montrer à quel point notre vision du monde était déformée. Je vous donne juste 2 faits qui nous donnent une idée de la marche du monde. Ça, c'est l'état du monde en 1965. On y voit que la majorité de la population mondiale vit dans des pays où l'on fait beaucoup d'enfants et où beaucoup de ces enfants meurent avant leurs 5 ans. Ça, c'est l'état du monde en 2017. L'immense majorité de la population mondiale est passée dans l'autre groupe. Peu d'enfants par femme et peu de mortalité infantile. Cela veut donc dire un bon accès à l'hygiène et à la médecine. Ça, maintenant, c'est un graphique qui montre l'évolution de l'extrême pauvreté dans le monde. Et au fur et à mesure de la lecture de ce livre, vous allez réaliser que votre vision du monde est probablement façonnée par des sources d'informations qui ont un biais de négativité. Évidemment, la conclusion à tirer de ce genre de fait n'est pas « tout va bien, on va dans la bonne direction ». En revanche, je pense que ça devrait inviter à la prudence ceux qui prétendent qu'on vivra mieux en cassant la machine, en changeant le système. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on vivra mieux en abolissant la propriété privée, en collectivisant les moyens de production, en abolissant les classes sociales? Pour ma part, j'ai peu de certitudes. En revanche, je suis persuadé qu'historiquement, c'est la liberté qui a permis l'innovation et que c'est l'innovation qui a permis l'amélioration de notre condition. Et pour un utile rappel à ce sujet, je vous renvoie à la Somme de David Lendes. C'est donc ça le premier de mes combats. Dans un monde où tout conspire à ce qu'on s'enferme dans le confort de nos bulles idéologiques, je vais me battre pour que les idées fusent et se frictionnent au-delà de leur base de départ. Et il me reste donc à remercier mon interlocuteur de m'avoir accompagné dans ce chemin. Car au fond, je suis convaincu que nous aurons autant besoin des ardents défenseurs de la liberté d'entreprendre que des avocats de la justice sociale pour que notre monde soit plus harmonieux. Il va donc falloir qu'on poursuive cette discussion, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres points sur lesquels j'aurais aimé répondre à mon interlocuteur. Mais il a posé une condition à la poursuite de notre dialogue. Oui, évidemment que j'accepte la discussion en live avec Victor Ferry, évidemment. Mon éthique personnelle m'interdit de refuser de venir discuter avec toi, Victor. Donc évidemment, je viendrai discuter avec toi de tout ça. Par contre, j'aimerais mettre une condition, c'est que tu fasses ruisseler théorie libérale du ruissellement, que je n'ai jamais vue en action. J'aimerais la voir en action et que tu fasses ruisseler la productivité de tout ce drama envers ton ami anticapitaliste. À quel point suis-je prêt à accorder mes paroles et mes actes? Suis-je prêt à financer celui-là même qui essaie de déconstruire mon discours? Mais oui, cher Lisandre, évidemment que j'accepte de te verser le revenu de la taxe Monde Plus Beau,
taxe qui au passage est une perte sèche pour mon business, et donc si j'étais un agent économique rationnel, ça n'aurait pas de sens. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne de Lisandre, Cali Vision, donc ça vous donnera une idée de ce qu'est un bon argumentaire de gauche, et en plus, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez intervenir en direct pour débattre avec lui. Il me reste maintenant à briser des maillons de mes chaînes grâce à l'investissement. Voilà donc l'état de mon portefeuille, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 mouvements. Le premier, c'est que je vais renforcer ma position dans mon ETF qui rassemble les entreprises qui essaient de produire de l'énergie propre, avec tous les guillemets qu'on peut mettre évidemment. On voit que le cours avait beaucoup baissé, mais comme j'investis à long terme, c'est pas quelque chose qui me soucie, même c'est quelque chose qui m'arrange parce que ça me permet de les acheter en solde. Voilà, c'est dans la poche. Maintenant, je vais également renforcer ma position dans mon ETF qui rassemble les entreprises avec haute performance ESG. Et finalement, je voudrais mettre des billes dans un des fleurons de la technologie française, ST Microelectronics, qui est donc une entreprise dans le domaine des semi-conducteurs et qui a la bonne idée d'être très bien classée en termes de RSE, et elle devrait bientôt atteindre la neutralité carbone. Alors bien sûr, il faut toujours distinguer les annonces de ce qui se passe réellement sur le terrain, et je pense qu'un jour je ferai un point détaillé sur la RSE parce que c'est un sujet qui est important, et je pense que je vous ferai également dans un prochain épisode un passage un peu plus long sur la manière dont j'investis, sachant évidemment que tout investissement comporte des risques et que je ne suis pas conseiller financier, mais je pense également que l'éducation financière est quelque chose qui manque cruellement en France. Nous terminerons donc cet arc par une discussion fraternelle où je permettrai à mon interlocuteur d'exposer sa conception d'un monde plus beau. Je vous ferai savoir les modalités de cette discussion une fois que je les aurai fixées avec lui. Ce sera probablement après le jour de l'an, et ce sera également probablement en journée si c'est possible pour lui. Il faut qu'on voit ça ensemble parce qu'à partir de 5h, 5h30, mes enfants rentrent de la crèche et je redeviens papa à plein temps. Pour finir, je ne peux malheureusement pas vous garantir que les prochains actes auront un dénouement aussi productif que celui-là. Ce que je peux vous garantir en revanche, c'est que je me battrai sans relâche pour que notre espace public devienne plus stimulant intellectuellement. Au regard des défis qui nous attendent, on va tous devoir hausser notre niveau. Et vous connaissez la marche à suivre: écoutez, étudiez, lisez et parlez.